Nous sommes en décembre 1956. Une poignée d'hommes se cachent dans les montagnes de la Sierra Maestra après être tombés dans une embuscade qui a causé la perte de l'immense partie de leurs effectifs. Et parmi les survivants se cache un certain Che Guevara. Et malgré le drame qui vient de le frapper, lui et ses compagnons, celui qu'on surnomme amicalement le Che et qui est pourtant à l'origine qu'un simple médecin, se prépare à participer à la révolution la plus emblématique de toute l'Amérique latine. Cette révolution fera de lui le symbole d'un homme qui a tout sacrifié par idéal. Enfin bon, avant ça, il va quand même falloir qu'on revienne un petit peu en arrière, là où tout a commencé. Che Guevara naît en 1928 en Argentine sous le nom d'Ernesto Guevara. Ses parents sont soit des bourgeois, mais plutôt progressistes. Ils lisent beaucoup, discutent politique et soutiennent des causes de gauche comme la République espagnole pendant la guerre civile de 1936. D'ailleurs, sa mère, Celia, aura une influence toute particulière dans son éducation, le poussant à lire et à s'instruire, et même à penser de manière indépendante, voire remettre en question l'autorité. Son père, lui, bien que plus distant, lui transmettra une certaine fascination pour l'histoire et notamment pour les figures révolutionnaires. Malheureusement, Ernesto souffre d'un asthme particulièrement sévère et fait des crises violentes et régulières. Malgré ça, il est décrit comme un enfant particulièrement intrépide et énergique, avec un attrait tout particulier pour les sports physiquement exigeants comme par exemple le rugby. Durant son adolescence, alors qu'Ernesto accompagne son père dans des expéditions pour son travail, il observera les conditions de vie très rudes des ouvriers agricoles. Ernesto va être témoin et surtout choqué de cette pauvreté qui sévit dans les zones rurales de l'Argentine. Cela dit, ces expéditions vont surtout donner le goût du voyage à Ernesto. Alors, durant son adolescence et ses premières années universitaires, Ernesto va entreprendre un très grand nombre de voyages en vélo à travers toute l'Argentine, ce qui lui permettra d'observer d'autant plus les inégalités sociales. Ces voyages-là seront précurseurs d'un célèbre périple en moto à travers toute l'Amérique latine, qui marquera dans sa vie un véritable tournant. En 1951, avec son ami Alberto Granado, il décide d'entreprendre un voyage particulièrement épique à travers toute l'Amérique latine. Ils voyagent à deux sur une vieille moto qui surnomme la Peau de los Hados. Et ils vont donc parcourir des milliers de kilomètres dans des régions reculées d'Argentine, du Pérou, du Chili ou encore du Venezuela ou de la Colombie. Et encore une fois, Ernesto va être particulièrement choqué par la pauvreté des paysans et des ouvriers qu'il rencontrera. Mais surtout, il observera comment les entreprises qui sont souvent étrangères exploitent les ressources naturelles et les populations locales. Il rencontrera également des populations indigènes et sera particulièrement touché et indigné par leurs conditions de vie déplorables de ces peuples délaissés et marginalisés. Ce voyage marquera donc un tournant décisif dans la vie d'Ernesto. Car bien qu'il soit un marxiste convaincu depuis l'adolescence, c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il se battrait pour un monde plus juste et plus équitable. Il y a un film qui s'appelle Carnet de voyage et qui retrace ce road trip en moto. Enfin, je dis ça, mais je l'ai absolument pas vu. Cela dit, ce voyage, bien que crucial, ne sera pas le seul événement qui fera de Ernesto le Che Guevara qu'on connaît tous aujourd'hui. Car, comme un grand sage l'a dit, si je devais vous résumer ma vie aujourd'hui, c'est avant tout des rencontres. Et c'est totalement valable pour notre ami Ernesto, qui en 1955 fera une rencontre qui bouleversera à tout jamais sa vie. En 1953, Ernesto obtient son diplôme de médecin. Mais, fidèle à lui-même, il ne se pose pas pour se lancer dans une carrière traditionnelle. À la place, il continuera ses voyages à travers l'Amérique latine en passant notamment par le Guatemala. Guatemala qui, à ce moment-là, est dirigé par un certain Arbenz, je sais pas si je prononce bien, j'espère. Celui-ci tente d'appliquer une réforme particulièrement ambitieuse qui vise à redistribuer les terres aux paysans. Mais il se trouve que cette réforme cause un conflit d'intérêts avec la United Fruit Company, une entreprise américaine. Et si t'es un petit peu renseigné sur la situation géopolitique de l'époque en Amérique latine, tu sais que quand un pays d'Amérique centrale ou du Sud rentre en conflit avec les États-Unis, ça finit rarement bien pour eux. Ça manque pas. En 1954, le gouvernement d'Arbenz est renversé par un coup d'État soutenu par la CIA. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Évidemment, Ernesto, qui est témoin de cette situation, va se retrouver particulièrement indigné par le contrôle des États-Unis sur les pays d'Amérique centrale et du Sud. Et à ce moment-là, il deviendra convaincu que seule une révolution armée pourra mettre fin à toutes ces injustices. Mais revenons un petit peu à ce qui nous intéresse. En 1955, suite à ce coup d'État, Ernesto décide de quitter le Guatemala pour se rendre au Mexique. Et c'est ici qu'il fera cette rencontre qui marquera un tournant dans sa vie. Je parle de sa rencontre avec deux frères, Raúl et Fidel Castro. Les frères Castro sont deux exilés cubains réfugiés au Mexique dans le but de préparer une révolution contre la dictature mise en place à Cuba. Mais tiens, parlons un petit peu de Cuba. En 1952, la jeune et balbutiante démocratie cubaine est renversée lors d'un coup d'État par un certain Fulgencio Batista. Batista met alors en place un régime extrêmement autoritaire. Il réprime violemment les oppositions et censure les médias.
Il y a soit des élections, mais elles sont complètement truquées. Et évidemment, Batista, qui revient de 8 années aux États-Unis, va mettre l'économie cubaine sous contrôle américain. Plusieurs entreprises américaines comme la United Fruit Company, tiens encore eux, exploitent les terres et monopolisent les richesses cubaines. Évidemment, une grande partie de la population cubaine vit dans la pauvreté, notamment les ouvriers et les paysans. Alors que pendant ce temps, une petite élite proche de Batista bénéficie de privilèges et de richesses considérables. Les zones rurales restent particulièrement sous-développées avec un accès très compliqué aux soins, à l'éducation et à des conditions de vie décentes. Évidemment, la corruption règne, les fonds publics sont détournés et tout un tas de réjouissances de ce type viennent donc parfaire ce magnifique régime. Et bizarrement, ce régime, aussi parfait soit-il, ne semble pas au goût de tout le monde. Alors, un certain avocat répondant au nom de Fidel Castro décide d'organiser une attaque contre la base militaire de Moncada. Cette attaque est un échec cuisant, mais grâce à la pression populaire, Fidel Castro réussit à échapper de peu à l'exécution. Et il est même relâché en 1955 alors que la pression populaire force Batista à une vague d'amnistie. Fidel est tout de même contraint de quitter le pays et il s'exile donc au Mexique avec son frère Raúl pour pouvoir préparer la révolution. Et donc, tu l'as compris, c'est ici qu'il va rencontrer Ernesto et on va donc pouvoir reprendre notre histoire là où on en était. Ernesto et Fidel vont rapidement se lier d'amitié, notamment grâce à leur vision commune de la révolution radicale. Fidel va être particulièrement séduit par l'intelligence et la détermination de Ernesto et il va donc lui proposer de rejoindre son mouvement révolutionnaire. Et c'est là qu'on rentre dans la partie un petit peu shonen de la vidéo. Ernesto, qui n'a aucune expérience militaire, va débuter un entraînement intensif dans les montagnes du Mexique. Il va apprendre à manier des armes, à organiser une guérilla et à survivre dans des conditions difficiles. Ernesto va alors gagner le respect de ses camarades, déjà grâce à son intelligence, mais aussi grâce à sa capacité à endurer des épreuves particulièrement physiques malgré son asthme. C'est durant cette période qu'Ernesto va se voir attribuer le surnom de Che. Che, ça vient de l'argot argentin, mais c'est assez difficile à traduire. Ça peut être une manière d'interpeller ou de saluer quelqu'un. Ou dans d'autres contextes, c'est un mot plutôt amical qu'on pourrait traduire par mon pote ou frérot, on dirait aujourd'hui. Enfin, toujours est-il qu'Ernesto a tendance à ponctuer toutes ses phrases par des che, et ses camarades qui sont plutôt des Cubains ou des Mexicains n'ont pas l'habitude d'entendre ce mot typiquement argentin. Et ils finissent donc par le surnommer Che, et c'est donc pour cette raison que naît le nom bien connu de Che Guevara. Ok, le temps passe et on arrive maintenant au 25 novembre 1956. Et ça y est, c'est le grand jour. Fidel, Che et 80 de leurs camarades décident de quitter le Mexique et embarquent pour Cuba. Leur but est très simple, lancer une insurrection armée contre le régime de Batista. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Bon, déjà, premier problème, nos 82 révolutionnaires embarquent dans un yacht qu'ils appellent Granma et qui est prévu uniquement pour 8 personnes. Sans compter que nos hommes doivent embarquer des armes, des munitions et de la nourriture. Ils espèrent atteindre la côte cubaine en seulement 2 jours de manière à bien pouvoir se coordonner avec les forces révolutionnaires déjà présentes sur place. Mais le bateau étant bien trop encombré, ils naviguent lentement et difficilement. En plus de ça, la mer est particulièrement agitée et le bateau prend l'eau si bien qu'ils sont constamment en train d'écoper. Évidemment, l'eau et les vivres sont très vite rationnés et pour couronner le tout, le moteur fait que tomber en panne. Heureusement, nos chers amis finissent tout de même par arriver à destination au bout de 7 jours au lieu des 2 espérés. Enfin bon, arriver à destination n'est peut-être pas le terme le plus approprié étant donné qu'ils échouent dans un marécage à des dizaines de kilomètres du lieu prévu. L'arrivée est particulièrement chaotique, les hommes sont épuisés et beaucoup d'armes sont perdues dans les marécages. Alors que tout commence mal pour nos révolutionnaires, ils sont très loin d'être au bout de leur peine. À peine quelques heures après leur arrivée à Cuba, ils se font repérer par l'armée de Batista. Ils se font prendre dans une embuscade et c'est une dérouillada. La majorité des révolutionnaires sont tués ou capturés et ils ne sont que 12 à réussir à s'échapper. Seulement 12 sur 82. Cependant, parmi les survivants, on retrouve Fidel et Raúl Castro, mais également notre ami Che Guevara. Nos 12 survivants vont alors se réfugier, comme annoncé dans l'intro, dans les montagnes de la Sierra Maestra, et cet épisode marquera alors le début d'une guérilla qui va durer plus de 2 ans. Cela dit, malgré cet échec, le Granma deviendra un symbole de la révolution cubaine. D'ailleurs, il est aujourd'hui exposé à la Havane comme une relique historique. Car bien que l'expédition de Granma est un échec militaire total, cet événement marquera le début de la révolution cubaine. Dans les montagnes de la Sierra Maestra, nos survivants établissent une base pour mener une guérilla contre Batista. Ils réussiront alors à recruter plusieurs centaines de révolutionnaires qui seront entraînés par le Che lui-même. Che Guevara s'avéra d'ailleurs être un fin stratège très fort dans la guérilla.
Les méthodes qu'il emploiera sont des attaques surprises sur des postes militaires, le sabotage des routes ou des chemins de fer ou encore la construction d'un réseau de soutien, notamment parmi les paysans. Le Che mettra d'ailleurs un point d'honneur à obtenir le soutien des populations rurales, car pour lui la révolution n'est pas seulement militaire, elle est aussi sociale et culturelle. En 1958, Che est promu commandant et se voit confier la colonne numéro 4, un groupe de combattants chargé d'élargir la guerre à d'autres régions de Cuba. Et en décembre de cette année-là, a lieu une bataille particulièrement décisive, la bataille de Santa Maria. À ce moment-là, les forces révolutionnaires ont déjà réussi à étendre leur contrôle sur plusieurs régions de Cuba, notamment la Sierra Maestra et plusieurs provinces centrales. De ce fait, Batista, qui est affaibli militairement comme politiquement, a absolument besoin de conserver des bastions stratégiques pour contrer les insurgés. Étant située au centre de l'île, la ville de Santa Maria joue un rôle essentiel pour Batista, car elle contrôle des routes essentielles menant à la capitale et c'est aussi un centre ferroviaire important car elle est utilisée pour transporter des troupes et des approvisionnements. Cela dit, le rapport de force est particulièrement déséquilibré. On compte environ 300 révolutionnaires sous le commandement de Che Guevara contre environ 3000 sous celui de Batista. En plus de ça, ils sont renforcés par de l'artillerie lourde et même un train blindé spécialement conçu pour renforcer les troupes. Le Che divise alors ses forces en plusieurs groupes de manière à mener des attaques simultanées depuis plusieurs endroits dans la ville. Il privilégie les embuscades, le sabotage et aussi l'effet de surprise pour pouvoir compenser l'infériorité numérique. En plus de ça, exaspérés par la dictature de Batista, les habitants de Santa Clara aident des révolutionnaires en leur fournissant des armes, de la nourriture et même des informations capitales sur la position de l'ennemi. Le 28 décembre 1958, les troupes de Che Guevara entrent alors dans la ville par plusieurs fronts. Les révolutionnaires utilisent des techniques de guérilla urbaine, se battant dans les rues et se cachant dans des bâtiments stratégiques. L'armée de Batista, bien que mieux équipée et plus nombreuse, elle est surtout totalement désorganisée et incapable de répondre efficacement aux attaques des insurgés. Le 29 décembre, le Che ordonne le sabotage des rails pour pouvoir immobiliser le train blindé. Une attaque rapide et méthodique force alors les soldats qui surveillent le train à se rendre. Les révolutionnaires s'emparent donc d'un grand stock d'armes et de munitions renforçant leur capacité militaire. Après la capture du train, les forces de Batista perdent leur morale et leur cohésion. Les soldats désertent en masse, voire se rendent aux révolutionnaires sans combattre. Le Che organise donc une dernière offensive pour pouvoir nettoyer les dernières résistances existantes. Et le 1er janvier 1959, les forces du Che prennent alors le contrôle total de Santa Clara. Cette victoire coupe alors les lignes d'approvisionnement et d'information de Batista. C'en est alors trop pour lui et il décide donc de fuir vers la République dominicaine. Avec sa famille, mais également avec 40 millions de dollars. Bah oui, monsieur, je fais pas chier quand même. Après cette victoire, le Che est salué comme un héros révolutionnaire, la bataille de Santa Clara symbolisant parfaitement son importance dans la réussite de la révolution cubaine. Après leur victoire à Santa Clara, le Che et ses troupes continuent leur avancée tout droit vers la Havane. Mais après la fuite de Batista, leur victoire leur est déjà acquise. Les forces révolutionnaires entrent alors triomphalement à la Havane, la révolution triomphe et le jour même, Fidel Castro prône alors la fin de la dictature de Batista. Che Guevara, fidèle à son idéologie, commence immédiatement à travailler sur les réformes sociales et économiques. Il va participer à des campagnes d'alphabétisation, ce qui va permettre de faire chuter l'analphabétisation de 23% à moins de 4% en seulement quelques années. Au niveau économique, l'objectif est de briser le monopole des grandes plantations pour pouvoir redistribuer la terre aux paysans. Une limitation de la taille de la propriété privée à seulement 409 hectares est mise en place en 1959, avant d'être carrément abaissée à 67 hectares en 1963. En plus de ça, des fermes d'État sont construites pour collectiviser l'agriculture. Les industries stratégiques comme le sucre, le pétrole ainsi que les banques sont nationalisées. Les entreprises étrangères, majoritairement américaines, sont expropriées, mettant fin aux relations avec les États-Unis et créant un rapprochement avec l'URSS. L'accès à l'éducation de la primaire à l'université devient gratuite et universelle, tout comme l'accès aux soins et à la santé. Des hôpitaux sont alors construits dans des zones rurales auparavant délaissées et des campagnes de vaccination massives sont mises en place. Les lois de discrimination raciale et de genre sont supprimées des institutions et les femmes sont davantage encouragées à participer à la vie économique et politique du pays grâce notamment à la création de la Fédération des femmes cubaines. Pour lutter contre la corruption, les institutions étatiques et les postes publics sont réorganisés pour pouvoir promouvoir la transparence. Mais évidemment, la réalité est bien plus complexe et pas aussi rose que ça. Comme toute bonne révolution, la révolution cubaine cache aussi sa part d'ombre. Notre ami Che Guevara est loin d'en être exempté. Après la victoire de la révolution cubaine, Che Guevara est nommé directeur de la forteresse de la Cabana, là où se déroulent des procès révolutionnaires. Il supervise personnellement les tribunaux qui jugent les partisans de Batista accusés de crimes contre le peuple.
Ces procès sont souvent très rapides et sans véritable défense, aboutissant à un certain nombre d'exécutions. Les estimations varient, mais on estime de 55 à 200 le nombre d'exécutions sous sa supervision directe. Che Guevara assumera pleinement cette violence, affirmant que cette épuration est totalement nécessaire à la solidification de la révolution. Mais si avec ça, j'aurais presque envie de dire ouais, c'est bon, Hassoul, ça va, c'est une révolution, il y a des exécutions, vas-y, c'est normal. Mais malheureusement, c'est loin d'être tout. En tant que ministre de l'Industrie, il soutient des politiques visant à éliminer toute dissidence. La répression des contre-révolutionnaires est totale et elle ne s'arrête même pas qu'aux sympathisants de Batista. Les sociodémocrates et même parfois les communistes les plus modérés peuvent être considérés comme des ennemis de la nation. Un contrôle strict des médias et de l'expression publique est mis en place, la critique envers le régime est totalement interdite. Mais en fait, ce n'est pas tout, cette répression ne s'applique pas qu'aux opposants politiques. Dans les premières années de la Révolution, le gouvernement cubain et y compris notre ami le Che adopte des politiques hostiles envers les minorités sexuelles. Les homosexuels sont souvent qualifiés de dégénérés et envoyés dans des camps de travail pour être rééduqués. Certains historiens soulignent que Che Guevara appliquait des directives venant d'en haut, notamment de Fidel Castro, là où d'autres pensent qu'il était non seulement un exécutant, mais aussi un très grand penseur de la politique répressive. Certains le considèrent comme un héros, là où d'autres voient uniquement en lui une personne répressive et autoritaire. Mais attendez, avant de partir, on n'en a pas encore fini avec notre ami le Che. Même si la révolution cubaine est une réussite, ce n'est pas assez pour ce cher Ernesto qui n'en a pas fini avec ses aspirations révolutionnaires. Che Guevara, en tout bon marxiste qu'il est convaincu que la révolution doit dépasser les frontières de Cuba. Alors, en 1955, il décide de quitter Cuba pour pouvoir soutenir d'autres luttes armées révolutionnaires à travers le monde. Sa première cible est le Congo et il décide donc de s'y rendre secrètement en avril 1965 accompagné d'un petit groupe de combattants cubains expérimentés. L'objectif de cette expédition est de fournir une aide militaire et stratégique au rebelle Simba, qui s'oppose au régime pro-occidental de Mobutu. Malheureusement, le Che constate que les combattants locaux sont indisciplinés, peu formés et même superstitieux. Il croit en des pouvoirs magiques qui pourraient les rendre invincibles, il n'y a aucune vanne. Il est frustré par leur manque d'engagement et leur désorganisation. En plus de ça, au Congo, la malaria fait rage et Che Guevara tombe malade plusieurs fois. Les soutiens externes sont très limités et les populations locales se montrent très méfiantes envers le Che et les combattants cubains. Et pour achever ce tableau, les forces congolaises pro-Mobutu soutenues par les États-Unis et d'autres puissances occidentales sont beaucoup mieux organisées et beaucoup mieux armées. Alors, en 1965, après plusieurs mois de combats infructueux, le Che décide de quitter le Congo. Il considérera cette mission comme un échec, affirmant dans son journal « Rien de ce qui aurait pu fonctionner n'a fonctionné, nous avons sous-estimé les obstacles ». Cet échec au Congo expose les limites de la stratégie révolutionnaire du Che. Cette dernière repose sur l'idée qu'un petit groupe de révolutionnaires peut mobiliser une population entière jusqu'à renverser un régime. Mais cette stratégie est bien trop dépendante de la culture locale et ce qui a marché à Cuba ne peut pas forcément marcher partout dans le monde. Alors instruit de ces nouveaux enseignements, Che décide de changer de cible et de s'attaquer à la Bolivie. La Bolivie est un pays marqué par de profondes inégalités sociales et économiques avec une majorité indigène marginalisée. Le Che voit donc la Bolivie comme un terrain fertile pour une révolution socialiste qui pourrait ensuite s'étendre aux autres pays d'Amérique centrale et latine. Il espère également que la région montagneuse bolivienne soit propice à une guérilla de la même manière que dans la Sierra Maestra à Cuba. Le Che arrive alors clandestinement en Bolivie en novembre 1966, accompagné d'un petit groupe de révolutionnaires internationaux comprenant des Boliviens, des Cubains et d'autres volontaires d'autres nationalités. De la même manière qu'à Cuba, son but est de mobiliser les paysans boliviens pour qu'ils rejoignent la lutte armée. Cependant, à la différence de Cuba où les paysans avaient largement soutenu la guérilla, les paysans boliviens, eux, sont méfiants, voire carrément hostiles, à tel point qu'ils dénoncent carrément les activités du Che aux autorités boliviennes. En plus de ça, le parti communiste bolivien que Che espérait rallier à sa cause refuse de coopérer avec lui, le jugeant trop dogmatique et autoritaire. Et pour finir de pimenter tout ça, l'armée bolivienne aidée par les États-Unis, oui encore eux, l'armée bolivienne mène donc une traque acharnée contre le Che et ses hommes. Et cerise sur le gâteau, les forces spéciales boliviennes reçoivent carrément un entraînement spécifique pour pouvoir combattre les rebelles. Rebelles qui manquent de nourriture, de médicaments ou encore d'équipements. Et notre ami le Che qui souffre encore de son asthme doit lutter contre la maladie dans des conditions très précaires. Et malheureusement, en octobre 1967, après plusieurs mois d'acharnement militaire, le groupe des rebelles est encerclé. Che Guevara est blessé puis capturé vivant par l'armée bolivienne le 8 octobre 1967. Le lendemain, sur ordre des autorités boliviennes et sous pression des États-Unis, Che Guevara est sommairement exécuté. Sa mort marquera la fin d'un rêve, le rêve d'une révolution continentale en Amérique latine. Ces derniers mots auraient été « Tirez lâche, vous ne tuerez qu'un homme ».
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai essayé de vous raconter l'histoire du Che de manière un petit peu shonen. J'espère que vous avez kiffé. Le script de cette vidéo m'a pris plus d'une demi-journée à écrire. Ça fait plus de 2h30 que je tourne et ça va me prendre encore plus de temps au montage. Donc si tu peux faire les trucs de l'algorithme YouTube, genre mettre un like, mettre un commentaire, copier le lien, ça serait incroyable vraiment. Et évidemment, t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu peux faire à cette chaîne. Sur ce, je t'embête pas plus longtemps. J'espère vraiment que t'as kiffé. Prends soin de toi. Bisous!